Bienvenue à tous donc pour cette table ronde, cette première table ronde sur le webinaire sur la transition écologique, dimension sociétale et technologique au service de la population. Donc, nous avions prévu l'année dernière de tenir notre journée scientifique du pollenhuiller comme d'habitude, mais voilà, vous le savez mieux que tout le monde, voilà, le virus nous en a empêchés. Alors, on a transformé cette journée scientifique du pollenhuiller en des vidéos, donc qui est un autre médium très intéressant puisque voilà, on peut les regarder chacun à son temps et sans être forcément à devoir aller à un événement. Mais il n'y a pas cette dimension réseautage et puis questions en direct et puis s'enrichir des questions des uns et des autres. Et donc, il a été proposé par le conseil d'administration du pollenhuiller de tenir ce webinaire et finalement aussi de tester un petit peu ce mode cette diffusion commodale, je dirais, des journées scientifiques du pollenhuiller, puisque donc nous verrons à quelle sauce nous serons mangés pour cette année. Pour l'instant, c'est toujours prévu en présentiel, mais on active le plan B dès que possible. Donc voilà, donc nous avons 2 tables rondes aujourd'hui. Et alors, les 2 tables rondes avec les titres « Construire le territoire de demain » et « Des innovations technologiques au service de la transition écologique » font que, par le fruit du hasard, nous avons les universités du pollenhuiller dans la première table ronde et les hautes écoles dans la deuxième table ronde. Donc voilà, donc c'est vraiment loin de nous l'envie de scinder, puisque le but du pollenhuiller et de la commission recherche du pollenhuiller est justement de mêler tous les publics, de pouvoir échanger sur les différentes pratiques, les besoins de chacun, fédérer au maximum les équipements disponibles lorsqu'il y en a, les compétences, monter des projets de recherche ensemble. Donc voilà, mais donc là, c'est une scission complètement fictive et virtuelle. Donc voilà, et donc pour les 4 premiers intervenants pour la première table ronde, donc je vais présenter brièvement les intervenants qui, au cours de leur présentation, pourront agrémenter leur présentation, leur diapositive avec une contextualisation de leur recherche un peu plus large. Donc, nous aurons en premier Vincent Bécu avec l'urbanisme résilient pour la transition écologique. Alors, Vincent Bécu, qui nous fait le plaisir d'être donc le premier intervenant, est architecte et professeur ordinaire à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons, où il est chef du service projet Ville et Territoire. Il centre sa recherche sur l'opérationnalité de la résilience des territoires et il est également enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Sera suivi ensuite par Christelle Mazy, qui est chargée de cours également à l'Université de Mons, dans la même faculté d'architecture et d'urbanisme, et dans le même service projet ville et territoire. Donc, je vous propose de compter les points entre Vincent et Christelle. Et puis, après, nous aurons donc 2 intervenants de l'UC Louvain. La première, Fabienne Leloup, qui participe activement à la commission recherche du pollenhuiller depuis le début, qui est professeure de l'UC Louvain sur le site FUCA-Mons, membre de l'Institut de sciences politiques Louvain-Europe, de l'Institut Frontières et Discontinuité et présidente de l'Association des sciences régionales de langue française. Elle s'occupe notamment sur tout ce qui est gouvernance territoriale. Le titre de sa présentation sera « Développement durable et gouvernance territoriale ». Elle est active notamment sur la gouvernance territoriale sur le cœur du Hainaut. J'ai oublié de préciser le titre du projet de Christelle Mazy. Donc, il nous parlera des résultats du micro-projet Interreg Blue, les berges comme levier d'action urbanistique et environnementale.
Voilà, et la quatrième intervenante est Giulia Scalpi, donc de l'UC Louvain également, qui est assistante à la recherche et à l'enseignement dans la faculté d'architecture, ingénierie architecturale, d'urbanisme de l'UC Louvain sur le site de Tournai cette fois-ci, donc ce qu'on appelle Loci Tournai. Voilà, et le titre de sa présentation sera Biodéchets et terres d'excavation comme mines urbaines pour le secteur de la construction en Belgique, évaluation d'impact et système d'aide à la décision. Voilà, le chef d'orchestre de ce webinaire est Romain Montero, qui travaille pour la commission recherche du pôle Énuyer, donc qui pourra intervenir sur certains points techniques ou autres. Et voilà, chaque présentation est accompagnée de questions. Donc voilà, tout ça dans le respect des timings, donc avec 20 minutes maximum par présentation et questions comprises. Voilà, Vincent, the floor is yours. Ready? Oui, bonjour à tous. Merci Céline. Est-ce que vous avez accès à ma présentation là? Oui, elle est juste pas en diaporama, si tu veux la mettre en tout écran. C'est bon? C'est parfait. Bon voilà, mais donc c'est un réel plaisir d'ouvrir cette session, cette table ronde qui questionne la transition écologique. Comme Céline le disait, on est deux dans le service finalement à faire une présentation. Il y a Christelle juste après qui présentera un projet de recherche sur lequel elle travaille. Moi, je vais essayer de donner un aperçu finalement de différentes recherches au sein du service et un peu cette manière de penser et résoudre les défis urbains, en tout cas les échanges qu'on a par rapport à ces grandes questions de la transition écologique. Alors, qu'est-ce que la transition écologique pour l'aménagement d'une ville ou d'un territoire, ou plutôt quel modèle d'urbanisme pour assurer cette transition écologique? Avant toute chose, peut-être c'est le sommaire. Comme on n'a que 20 minutes, je vais essayer d'être très rapide. Je pense qu'avant de parler de transition, c'est important de revenir un peu sur l'analyse des transformations qu'ont subi les villes et les territoires ces dernières années. Et il est clair qu'on est quand même dans un contexte relativement instable de crise, de choc, de stress, de transformation souhaitée ou même subie, comme nous le vivons actuellement. Et l'urbanisme est vraiment appelé en première ligne pour conduire ces transitions. D'ailleurs, quand on parle de transition, on revient souvent sur le terme de crise. On peut prendre plein d'exemples de transition, mais si on parle de transition énergétique, c'est souvent une réponse à la crise énergétique. Et donc, ça m'amènera à un deuxième point pour aborder un peu ces questions de risque. C'est la question de la vulnérabilité. Je pense que c'est important finalement de connaître les différentes vulnérabilités du territoire aussi et surtout prendre conscience des vulnérabilités qui sont quand même de plus en plus croissantes. Il y a tout un ensemble quand même de signaux un peu de la dégradation des écosystèmes face au changement climatique. Nous avons aussi, je pense, de bonnes raisons de croire que le problème auquel il faut faire face, il a tendance quand même à s'aggraver et à s'amplifier. Et donc, c'est vraiment une notion qu'on souhaite observer au sein du service. Et enfin, la prise en compte de ces changements, de cette instabilité, elle nous amène à ce qu'on pourrait appeler construire des trajectoires capacitantes pour les acteurs du territoire et vraiment les chemins d'action. Et ça nous amène au dernier concept que je voudrais voir avec vous, c'est vraiment le concept de résilience. C'est un peu cette capacité à rebondir qui maintenant fait figure de référence. On la retrouve, si on regarde les derniers rapports de l'ONU, dans les travaux du GIEC, dans de nombreux programmes européens, ou même dans le plan de relance, on retrouve cette notion de résilience. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment on peut partir de ce concept qui est un concept assez théorique et comment on peut l'opérationnaliser sur le territoire. Et donc, je vais essayer à travers différents exemples vous donner quelques exemples de projets. Alors, peut-être avant de démarrer en introduction, je pense que c'est intéressant d'observer les crises en parallèle avec la production architecturale. Alors, il y a de nombreux travaux. Je ne vais pas faire un cours sur la théorie ou les modèles d'architecture, mais l'architecture, c'est souvent le reflet quand même de la société, de l'économie, du politique. Et quand on regarde finalement les grands cycles entre les utopies, les théories et les réalisations, on se rend compte que c'est souvent des réponses face à des chocs ou des crises. On peut parler par exemple
de tout l'urbanisme fonctionnel qui a produit énormément de villes. C'était souvent une réponse par rapport à un élan hygiéniste aussi, par rapport à certaines pandémies qu'on avait dans la ville médiévale. Et donc, c'est toujours cette interférence entre la production et le type de crise qu'on a sur le territoire est quand même assez important de mettre en avant et qui explique un peu les grandes transformations qu'on a sur le territoire. Donc ici, j'ai remis, finalement, je prends juste un travail de Denis Meadows, on est dans les années 70, qui alerte déjà sur pas mal de choses au niveau de la transition écologique, et notamment tout l'enjeu, enfin les limites de la croissance, cette augmentation de population qui augmente. Enfin, depuis 2007, il y a une population urbaine qui gonfle de plus en plus. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les chiffres, mais on retrouve aussi cette volonté finalement d'observer dans le temps cette vitesse, cette croissance et ces grandes perturbations que l'on connaît et qui ont un impact majeur sur la production architecturale et sur les modèles urbains qui vont être proposés. Et donc ça, on peut vraiment le constater sur énormément de territoires. Je vais peut-être juste prendre quelques exemples pour revenir sur l'actualité. Évidemment, cette augmentation de population, elle ne se fait pas sans une transformation de la ville. Et donc, quand on regarde la ville dans le temps, c'est intéressant d'observer finalement les grandes questions sur la ville du futur par rapport à la transition écologique et notamment la transition numérique, qui ramène aussi pas mal de questions sur quelle densité on recherche sur les territoires, quel type de mobilité aussi on peut développer sur le territoire. Et j'ai quand même mis finalement aussi un questionnement, parce que la crise actuelle réinterroge pas mal de choses au niveau de l'aménagement des villes. Et j'ai pris quelques exemples pendant la première vague où on voit Bruxelles, vous avez en dessous Strasbourg, vous avez Wuhan en Chine, Los Angeles et New York. Et on aurait pu en prendre tout plein où effectivement ça pose la question de des villes complètement désertiques alors que c'est tout l'inverse a priori. Et donc c'est aussi, je pense, une interrogation qui revient beaucoup. Il y a beaucoup d'urbanistes qui se posent un peu la question de quel type de production, quel type de ville aussi on peut développer par rapport à cette crise que nous connaissons. Alors, si on prend finalement, lorsqu'on regarde ces différentes crises, on se rend compte que les territoires, la plupart du temps, ils ont été modifiés suite à des guerres, des aléas climatiques, des aléas naturels, ou encore des réponses hygiénistes, comme je l'évoquais. Ici, j'ai mis un exemple sur lequel j'ai pas mal travaillé. C'est la ville de Rotterdam. Alors, pourquoi Rotterdam? Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, d'abord, c'est une ville qui a été complètement détruite, comme on le voit ici, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais notamment, c'est aussi une volonté, c'est quand même une capitale économique importante du pays, mais c'est aussi à l'époque le plus grand port du monde, c'est le plus grand port européen actuel. Donc, une volonté en tout cas de préserver le capital et l'économie dans un premier temps, mais aussi comme beaucoup de territoires aux Pays-Bas, et c'est une question qu'on soulève beaucoup au niveau du service, comment se protéger par rapport aux risques, notamment de la montée des eaux, des risques d'inondation. Vous avez la Meuse là tout au nord, qui est quand même un élément aussi important dans cette prise en compte de l'aménagement. Donc, je n'aurai pas le temps de revenir sur toutes les stratégies qui ont été mises en place à Rotterdam depuis la Deuxième Guerre, mais il y a quand même plusieurs vagues de stratégies qui ont été développées pour d'abord remédier à cet urbanisme fonctionnel qui avait été développé en réponse d'une ville économique importante. Et puis ensuite, une deuxième vague pour avoir une ville plus multifonctionnelle parce qu'il n'y avait que des bureaux. Et donc, ça créait pas mal de soucis. Et encore, ils ont ici une stratégie résilience au niveau du territoire où ils travaillent beaucoup sur les inégalités sociales. Et donc, ça permet de vraiment avoir cette réflexion multirisque dans les stratégies d'aménagement du niveau du territoire. Je prends un autre exemple. Je pensais qu'il allait être avec nous. Je travaille avec Fabrice Sobzac et ça me permet de parler d'un projet du service qui est le projet Urbater. Donc, c'est un projet de coopération-développement. On est tout à fait dans un autre contexte. Donc, on n'est plus dans l'urbanisme fonctionnel dont je parlais. Donc, c'est un projet à Haïti, à Port-au-Prince, de développer un master en urbanisme résilient qui est en route. Et donc, on a différents travaux de recherche sur plutôt la question de l'informel. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une réflexion de résilience communautaire aussi qui peut être développée sur ce territoire-là, qui est soumis à des risques très importants et notamment qui
qui a dévasté quand même le territoire ces dernières années. Un autre risque qui interroge aussi cette question de transformation des territoires, c'est cette question de qualité de l'air, qui est quand même plutôt un stress un peu chronique et plus silencieux que certaines grandes catastrophes qui arrivent à un moment précis, mais qui interroge quand même énormément sur les choix urbanistiques qui doivent être mis en place dans ces territoires-là, et notamment avec le réchauffement climatique, il y a cette volonté, en tout cas, de travailler sur l'urbanisme et la santé. Et c'est en tout cas un des éléments importants qu'on souhaite aborder. Un autre questionnement au niveau du service, c'est cet enjeu de reconversion. Là, on a plusieurs finalement chercheurs qui travaillent un peu sur comment on peut réinventer un territoire où il y a un délaissé, où il y a finalement une mutation industrielle importante, comme beaucoup de territoires l'ont connu. Finalement, c'est aussi transformer un peu cette contrainte ou cette emprise foncière en opportunité dans certains territoires. Et donc ça, on a quand même différents travaux. J'ai repris cet exemple par rapport à cette notion de crise qui est souvent bien connue. C'est le syndrome de Détroit où la ville finalement a été complètement désertée, enfin le centre-ville pour toute sa banlieue, toute sa périphérie, qui a consommé énormément d'espace grâce à la voiture. Et donc c'est une interrogation que nous on souhaite développer. Et notamment à travers un observatoire de toutes les friches qu'on a sur le territoire et qui est en train de s'étendre actuellement, et de regarder un peu le potentiel sur cette question de l'héritage industriel et comment on peut réhabiliter en préservant cet espace-là. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples de travaux qui posent finalement la question de est-ce qu'il faut démolir, qu'est-ce qu'il faut conserver. Même si on démolit, il y a aussi cette volonté de peut-être conserver certains matériaux qui pourraient être réutilisés aussi. Donc, il y a pas mal de travaux qui interrogent vraiment cette question du patrimoine. J'ai mis l'exemple ici des lavoirs à Binche ou la tour Saint-Albert. Donc, il y a cette volonté d'étendre un peu la réflexion par rapport à certains objets iconiques qui font partie du patrimoine industriel. Alors, là, on a 3 chercheurs qui ont terminé leur thèse sur la question du risque inondation. Et je voulais juste m'attarder, vous m'arrêtez ici parce que je n'ai pas le timing, mais je voulais juste m'attarder sur cet exemple-ci. La première thèse, elle l'a fait à la Nouvelle-Orléans et suite à Katrina. Et finalement, on est en 2005 et c'est vraiment à ce moment-là, c'est pour ça que je souhaitais vraiment l'aborder. C'est vraiment à ce moment que le concept de résilience a émergé dans le monde de l'aménagement du territoire, parce qu'on se rend compte que finalement, la plupart des mesures, la plupart des stratégies étaient vraiment des stratégies de résistance. Et quand on a une crue importante, c'est quand la résistance, quand on a une faille au niveau des mesures de résistance, que les catastrophes sont les plus importantes. Donc c'est là qu'on a le plus de dégâts et le plus de morts évidemment sur un territoire, beaucoup de pertes humaines. À partir du moment où il y a une rupture d'ouvrage. Donc, si on prend plein d'exemples d'inondations qu'on connaît en Europe, généralement, on peut les prévoir. Il y a tout un ensemble de modèles et généralement, ce sont des crues lentes qui permettent d'évacuer des territoires ou en tout cas, pendant la crise, de pouvoir maîtriser l'événement perturbateur. Par contre, quand il y a une rupture, là, clairement, on n'a pas le temps. Et donc, c'est vraiment tout ce questionnement sur les mesures de résistance qui ont amené un peu plus à avoir des stratégies qui permettent d'absorber ou de vivre un peu mieux avec le choc et le stress et les crises pour pouvoir avoir d'autres manières d'aborder le sujet. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'ouragan Katrina, mais bon, on peut remarquer, si on peut prendre Fukushima, on peut prendre l'ouragan Sandy, qui a revu un peu toute la pointe de Manhattan, tout un ensemble finalement de mesures suite à des événements qui ont quand même complètement transformé le territoire. Alors, peut-être pour résumer un peu ces différents travaux, finalement, évidemment, toute cette croissance urbaine qu'on connaît, combinée au changement climatique, avec aussi des grandes défaillances de protection dont je vous parlais, où les digues, finalement, avec le réchauffement climatique, ne peuvent plus assumer les risques.
Et notamment, de plus en plus, on a énormément d'incertitudes concernant les données et donc les modèles. Donc, tous les modèles probabilistes sont un peu revus avec ce réchauffement climatique. Et donc, ça demande vraiment de revoir la gestion traditionnelle des risques, et ce qui amène vraiment à ce concept de résilience depuis quelques années. Alors, je prends l'exemple par rapport au risque inondation, mais on peut évidemment l'aborder par rapport à d'autres types de risques. Alors, Charlotte Hensleff, qui vient de terminer sa thèse, finalement, elle a vraiment travaillé sur ce concept de résilience sur le territoire d'Avignon. Alors ici, on voit très, très brièvement, donc c'est Avignon, pardon, est à la confluence du Rhône et de la Durance. Et il y a un territoire où ils ont notamment construit la gare TGV qui est un peu externalisée par rapport au centre-ville d'Avignon, qui est évidemment un territoire avec un aléa inondation très important. Et notamment, toute la stratégie de réfléchir, de ne pas éviter évidemment et de ne pas construire à côté, c'est de construire avec l'inondation. Et quel type de mesures on peut mettre en place finalement en acceptant cette inondation et en développant le territoire malgré la connaissance du risque. J'ai pris un autre exemple sur le territoire parisien où on a évidemment tous ces modèles de la crue centenale qui inquiètent beaucoup et qui, à chaque grand épisode, finalement, on est toujours à la limite de cette crue qu'ils ont connue il y a quelques années. Mais ce qui est intéressant d'observer, on peut l'avoir sur beaucoup de territoires, c'est que finalement, là où les territoires sont les plus à risque, ce sont aussi les territoires, ce qu'on voit ici, c'est tous les projets qui sont en train d'être développés sur le territoire de Paris. Et c'est aussi là où finalement le développement économique le plus important, il se trouve généralement là où le risque est le plus important, ce qui augmente évidemment cette question de vulnérabilité. Et donc ça, c'est évidemment une des manières d'aborder le concept de résilience, parce que ça ne sert à rien de toujours avoir des digues ou des murs de plus en plus hauts, c'est vraiment de regarder comment on peut, à travers ces projets-là, accepter le risque de manière la plus intégrée possible à l'aménagement urbain. Et donc, pour résumer un petit peu aussi les différents travaux, on est vraiment sur cette volonté de réfléchir à quel scénario et quel type de capacité d'adaptation on peut développer en intégrant ces notions de vulnérabilité et de résilience. Et les deux grands éléments sur lesquels nous travaillons, c'est la question des inégalités sociales et évidemment les questions du changement climatique qui demandent au territoire d'être forcément adapté. Peut-être ce petit résumé-là, ce petit schéma-là, je trouve qu'il résume au mieux finalement le concept de résilience. Ce que vous voyez ici, souvent quand on regarde dans le temps, voilà, on a toujours des perturbations. Alors ça peut être un choc très précis. Si je prends les Pays-Bas, en 1953 par exemple, il y a eu une crue très importante qui a permis de développer tout un ensemble de stratégies de résistance du territoire. Mais généralement, ce qui est intéressant avec la résilience, c'est de ne pas retrouver l'état initial. Donc, si vous imaginez le pointillé en bleu, c'est évidemment de profiter de finalement de ce choc ou de cette crise pour améliorer le système. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir transformer finalement la contrainte en ressource. Et c'est évidemment sur ce type de réflexion que nous planchons pour pouvoir justement anticiper au maximum et pouvoir intégrer au maximum la notion de risque dans les futurs aménagements. Alors du coup, je vous ai mis quand même pas mal d'études qui sont développées à l'échelon international sur les stratégies résilience. Il y a un réseau qui maintenant gravite autour de d'autres réseaux, mais qui est le réseau 100 villes résilientes, qui a permis de développer des outils pour accompagner les villes dans leur stratégie. J'en ai mis quelques-unes et il y a des travaux très spécifiques aussi en fonction du type de risque qui existe par ailleurs. Mais si on veut, les petits schémas qui sont en dessous résument aussi pas mal, parce qu'il y a énormément de définitions de résilience. Et si on reprend le premier, qui est vraiment finalement une résilience en lien avec l'ingénierie, où finalement l'idée c'est d'avoir un système, la petite boule que vous avez là, c'est votre système territorial. Et le bassin d'attraction ou la situation de votre État, c'est évidemment l'élément noir. Donc, la boule, elle va essayer de chercher son équilibre ou retrouver un état stable. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures où on va travailler plutôt sur des facteurs donc de résistance, de robustesse. On va avoir une démarche qu'on appelle aléa centrée. Donc,
c'est tout un ensemble de stratégies en fonction d'un aléa très spécifique, et donc tout le territoire va être analysé, et parfois ça peut être des contraintes très très fortes sur un territoire, et évidemment des contraintes économiques aussi importantes pour continuer à faire fonctionner finalement le territoire malgré le risque. Et par contre, il y a d'autres stratégies de ce qui est une résilience socio-écologique qui vont adapter, enfin, qui vont travailler plus sur les capacités d'adaptation, voire de transformation. Donc, transformation, ça veut dire que votre système, il va changer d'état, et donc on va profiter finalement du risque pour proposer totalement autre chose et accepter finalement de passer tout à fait à un autre modèle, et on peut l'aborder à travers évidemment différentes composantes de l'aménagement du territoire. Alors, je vais juste terminer avec un exemple, ce qui me permet de faire le lien avec aussi une vulnérabilité, qui est la vulnérabilité énergétique, ce qui me permet de parler un peu des stratégies dans le cadre du Cœur du Hainaut 2050. Donc, on est vraiment dans une volonté d'avoir un projet de territoire. Et dans ce cadre-là, moi, je suis amené à animer un groupe de travail sur la question de la rénovation énergétique. Et ça me permet peut-être, et du coup, on pourrait également échanger sur différentes actions qui pourraient être développées dans ce projet de territoire. Et nous souhaitons aborder vraiment cette notion de résilience aussi à l'échelle territoriale, mais par le prisme de l'énergie. Et donc, si je résume tout simplement ce qu'on souhaite développer dans ce groupe de travail, c'est finalement, au niveau de l'énergie, on regarde surtout deux choses, c'est l'offre et la demande. Donc, ce que vous voyez au niveau des actions, c'est au maximum essayer de diminuer la demande énergétique d'un territoire. Et donc, il y a toute une volonté, en tout cas, déjà de connaître quels sont les grands secteurs, quelle est la consommation énergétique sur le territoire et quels sont les secteurs qui consomment le plus. Et évidemment, toute la question de l'offre et la diversité de l'offre. Donc, comment on peut optimiser évidemment l'ensemble des énergies renouvelables, la question des réseaux de chaleur, la question de l'hydrogène, par exemple. Donc, il y a tout un ensemble de réflexions. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler sur l'adéquation entre l'offre et la demande. Et donc, forcément, en fonction des contextes, qui est évidemment la neutralité carbone 2050 à l'horizon 2050, mais au niveau européen, de regarder aussi les objectifs par rapport à la Belgique et par rapport à la déclaration de politique en Wallonie. Et l'objectif, c'est vraiment de mesurer l'impact finalement des actions qui pourraient être mises en place à travers un observatoire de résilience. Donc, on est à plusieurs là au niveau de l'université à essayer de développer les différentes thématiques. J'en ai juste, du coup, en s'inspirant un peu de différents outils de résilience. Si j'ai encore un petit peu de minutes, vous présenter un peu une roue qui permettrait d'orienter un peu les différentes actions à travers cet observatoire. On retrouve l'offre et la demande que vous voyez de part et d'autre. Et ce qu'on a souhaité vraiment, c'est d'aborder aussi cette question des ressources locales. Et donc, si on doit avoir une réflexion en termes de rénovation énergétique, par exemple, ça serait intéressant d'utiliser des matériaux locaux, d'utiliser justement des matériaux issus d'une réutilisation d'une friche. Tout évidemment, c'est cette question finalement des spécificités du territoire qu'on peut observer. Et en parallèle aussi de regarder finalement sur la question de l'énergie qui pourrait être plus communautaire, parce qu'on a quand même une précarité énergétique importante sur le territoire. Et donc, tout l'enjeu aussi de travailler évidemment sur des modèles qui économiquement sont suffisamment intéressants. Toute cette question finalement aussi de capacité d'apprendre aussi, de formation qui peut être développée, de nouveaux emplois qui pourraient être créés aussi par rapport à ces différentes infrastructures énergétiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil relativement général. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être ce que vous voyez au centre, ce sont des grands facteurs de résilience. Et donc, forcément, si on est plus sur la question des technologies et des infrastructures, donc des réseaux, on va plutôt travailler sur la robustesse, et donc un peu plus sur les questions de résistance dont je vous parlais. Par contre, si on est beaucoup plus sur la question des communautés et de la question des gouvernances, donc de la population et de l'ensemble des acteurs, on va être beaucoup plus sur les notions d'inclusion, de réflexion, enfin de système réflectif aussi. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement avoir des facteurs de résilience qui peuvent être sur différents critères, et comme ça permet de ne pas travailler en silo et d'avoir uniquement des critères ou des spécialistes par thématique. Donc voilà, je vais peut-être juste clôturer par cette question d'énergie et peut-être revenir sur la notion de résilience
Si on regarde peut-être au niveau de la roue, ce que je voulais simplement mettre en conclusion, c'est différentes manières d'être résilient sur la question énergétique. Bah, évidemment, c'est cette notion, parce que le facteur de diversité est un facteur important au niveau résilience, et donc plus on va avoir, enfin, le tout, c'est pas de miser sur une seule production énergétique, et donc cette hybridation énergétique permettra de rendre le territoire plus résilient. Bah, évidemment, cette question du stockage aussi de l'énergie qui permettrait évidemment d'être beaucoup plus résilient, et évidemment aussi la question du besoin, de diminuer le besoin et d'être beaucoup plus sobre. La question des ressources et des communautés qui permettent aussi de mutualiser un peu les choses. Quand on regarde beaucoup de projets intéressants au niveau énergétique, ben on se rend compte que c'est là où on arrive à partager le plus, là où, enfin, la question de l'offre, la production est partagée, la question du stockage peut être partagée aussi, et ce qui amène un peu à des réflexions de communauté qui permettent d'aborder aussi ces notions de résilience collective. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas. Écoute, de quelques minutes seulement, donc merci beaucoup Vincent. Ce que je propose pour les questions, c'est que ceux qui ont des questions lèvent la main, et puis pendant ce temps-là, peut-être Christelle se préparer pour son diaporama. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Vincent Bécu? Le plus dur, vous pouvez me contacter par après. On peut revenir à des questions aussi à la fin de la table ronde aussi. Moi, j'ai peut-être une question, Vincent. Oui. Donc, ce que tu as présenté, c'est effectivement plusieurs résultats de travaux de recherche. Et puis, la théorie sur la résilience, la roue est très intéressante. Est-ce qu'il y a des outils concrets à mettre en œuvre par des politiques territoriales à l'échelle d'une ville ou d'une région? Comment ça se passe le démarrage d'un projet pour aider à l'aménagement du territoire en mode résilient? Alors, il commence à y avoir plusieurs outils. Oula, je m'entends résonner. Il commence à y avoir plusieurs outils. Donc, moi, j'ai évoqué le réseau 100 villes résilientes. Donc, il y a une grosse boîte qui s'appelle Arup, qui est une boîte bien connue dans le monde des ingénieurs en environnement, qui font plein d'écoquartiers, qui font des nouvelles villes, notamment en Chine, et qui ont beaucoup travaillé sur la question de résilience. Et ils ont proposé, un accompagnement de différentes collectivités. Donc, par exemple, la ville de Paris s'est associée à ce grand réseau de villes résilientes. Ils ont, pour toutes les villes qui sont lancées dans cette stratégie, ils ont leur monsieur résilience ou leur madame résilience, ils ont leur équipe résilience qui permet finalement d'utiliser ces outils qui commencent à être mis en place. Alors en France, il y a le CEREMA qui a maintenant une boussole de résilience qui permet, qui demande aussi d'accompagner, enfin qui permet d'accompagner aussi les collectivités sur différents types de risques. Alors, le CEREMA a beaucoup travaillé sur le risque inondation, ils ont beaucoup travaillé sur la question des digues et toutes les réflexions en amont vraiment à l'échelon de l'aménagement du territoire, mais depuis quelques années ici, ils travaillent vraiment à l'échelle urbaine aussi. Donc voilà, il y a des outils qui commencent à se mettre en place. Après, tout dépend. Il y a des outils qui étaient très aléacentrés, comme je citais, donc c'était vraiment focalisé sur un type de risque en particulier. Après, tout dépend aussi des disciplines. Par exemple, il y a beaucoup de travaux sur les résiliences sociales. Et donc ça, c'est plus on va dire, dans les anglo-saxons ont beaucoup travaillé et dans les pays scandinaves aussi. Il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de cartographie qui montrent justement des grandes inégalités sociales. Et donc, il y a quand même des outils qui permettent de mesurer les choses. C'était un peu la critique de la résilience, c'est que c'est un concept qui est utilisé dans beaucoup de disciplines différentes, qui est difficilement, en tout cas, une des grandes difficultés, c'est de la rendre opérationnelle. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ces outils-là, ils ont vraiment émergé ici les dernières années, quoi. Okay, comme je le disais, c'est vraiment depuis 2005, depuis les grandes catastrophes où il y a eu des ruptures d'ouvrages, que vraiment le concept est arrivé et a vraiment intéressé les acteurs de l'aménagement du territoire. Ça va, merci beaucoup. Alors, est-ce que je ne vois pas de main levée? Alors, je pense qu'on peut passer au second exposé, donc de Christelle Mazy sur le projet Interreg Blue.
Oui, bonjour à tous. Vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez bien? Tout va bien? Alors, on te voit et on voit ton écran, oui. Ok, parfait. Ouais, donc tout d'abord, merci pour cette invitation et ravie de vous rencontrer, même virtuellement. Alors, on va rester, comme Vincent l'avait introduit, sur les questions de ressources et en particulier de la ressource eau. Alors, j'ai simplement structuré cette présentation en revenant sur les objectifs du projet et sur en fait les actions qu'il revêt. Donc, ce projet, en fait, est encore assez récent. Enfin, il a été sélectionné en 2019 par l'Union européenne. C'est l'Université de Mons qui le pilote, aux côtés de 4 partenaires, donc l'Université de Lille, la ville de La Louvière, l'IDEA et la Société d'économie mixte Ville Renouvelée, qui est basée du côté de Lille. Alors, tout d'abord, pourquoi, en fait, voilà, ça peut sembler important de se pencher sur l'avenir de ce qu'on a appelé les friches fluviales, c'est-à-dire les friches en bordure d'eau. Donc là, je vais revenir dessus en décomposant en fait la notion par ces deux flancs, quoi, c'est-à-dire d'abord la question de la notion fluviale et puis ensuite la notion de friche. Alors, donc les friches situées le long des voies d'eau, en fait, leur confèrent plusieurs atouts qui vont être source d'intérêt pour des acteurs avec des points de vue très spécifiques. Tout d'abord, les sites qui sont situés les plus proches des centres urbains sont souvent considérés comme des réserves foncières. Le secteur immobilier, accompagné souvent de politiques d'aménagement du territoire, voit en ces friches en bordure d'eau, une opportunité d'extension des centres urbains par leur densification. Donc ça, c'est un intérêt. Un autre intérêt, ce sont plutôt du côté des écologues ou des environnementalistes, des gestionnaires de l'eau ou de l'environnement, qui voient ces espaces bordant les voies d'eau comme une opportunité pour redonner une certaine place à la nature en ville, en essayant en tout cas de réconcilier les villes avec leur eau, puisque les villes européennes ont vu progressivement leur réseau hydrographique s'appauvrir au fil des siècles. Et depuis les années 2000, en tout cas, ça s'est accéléré depuis la directive cadre eau. Il y a beaucoup d'outils qui sont nés pour redonner en tout cas une place à la gestion de l'eau au niveau du bassin versant. Alors ensuite, troisième élément qu'on peut voir quand on parcourt les fils d'eau en Europe, ce sont les ports fluviaux, les activités logistiques et encore des activités industrielles aussi. Qui sont actuellement, en tout cas, un peu remis au centre des débats, dans le sens où ils peuvent en fait occuper un rôle au sein d'un concept en plein essor, qui est l'économie circulaire, qui vise en fait à minimiser nos flux de matière nette. Et dans ce cadre-là, le rôle portuaire prend l'épaisseur, puisqu'il permet de relier une région à une chaîne d'approvisionnement plus globale, en reliant en fait un port intérieur avec un port maritime, tout en offrant une alternative au mode routier. Et puis encore autre atout, ce sont les traces patrimoniales qu'on peut voir, en particulier qui sont issues de la période industrielle et qui sont autant de témoignages donc, de l'histoire des villes européennes. Et donc finalement, l'ensemble de ces ressources participe à former des paysages hybrides. Et quand on parle de paysage hybride, c'est assez proche de cette notion de mixité fonctionnelle, qui aujourd'hui aussi est un discours qui monte assez en puissance. Donc on peut le voir, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'intérêts autour des voies d'eau. Et parallèlement, ce sont des espaces qui risquent d'être soumis, ou qui le sont déjà, à une certaine pression foncière et immobilière, puisque l'Union européenne vise à supprimer d'ici à 2050 l'extension des surfaces urbanisées. En d'autres mots, ne pas urbaniser de nouvelles terres. Donc, c'est les débats qui sont en cours actuellement, par exemple en Wallonie, en Flandre, avec le stop béton. En France, ça s'appelait zéro artificialisation nette.
Et donc, ces friches, et en particulier sans doute celles qui sont en bordure d'eau, puisqu'elles offrent un cadre de vie assez intéressant, risquent d'être considérées finalement à court et moyen terme uniquement sous l'angle de l'opportunité foncière ou immobilière, au détriment des autres ressources qui sont moins rentables, mais néanmoins nécessaires au bon fonctionnement territorial. Donc, c'est vraiment à partir de ce point de vue qu'on a construit le projet en mettant au cœur l'objectif finalement de sensibiliser sur l'ensemble des ressources qui sont portées par ces friches en bordure d'eau. Donc voilà, c'était pour le côté fluvial. Maintenant, je voulais revenir aussi sur la notion de friche elle-même. Ce projet, il est aussi né d'un cadre plus large, c'est-à-dire un réseau de chercheurs en fait qui se sont rencontrés dans le cadre d'un colloque, dans une session friche. Et là, donc, on a pu voir qu'il y avait pas mal de chercheurs qui produisaient des recherches autour des friches à partir de points de vue disciplinaires différents. Donc, d'un côté, on avait des écologues qui travaillent sur les friches parce que la friche représente la phase intermédiaire de la succession végétale entre un stade de végétation herbacée et un stade de végétation forestier, donc un stade intermédiaire qui semble être le plus diversifié en termes de biodiversité. Alors, un autre point de vue, ce sont celui des sociologues. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent également sur les friches urbaines parce que ce sont des endroits où on peut trouver d'autres usages qu'on peut voir traditionnellement dans les espaces publics, qui sont tantôt connotés positivement, avec comme lieu d'innovation, d'expérimentation, lieu de culture alternative, mais aussi tantôt connotés négativement, comme lieu de délinquance ou de criminalité. Et puis enfin, on a les urbanistes, les aménageurs, qui, comme je le disais plus tôt, ont plutôt considéré les friches comme des réserves foncières, dont la transformation et la construction représentent de grands potentiels pour de futurs développements urbains, en particulier car elles constituent une ressource pour refaire la ville sur la ville. Et donc, en ce sens, cela fait écho au paradigme du modèle de la ville compacte et dense, qui a été, en tout cas depuis les années 2000, vu comme le modèle de ville durable, même si aujourd'hui on peut trouver d'autres courants et d'autres points de vue. Et donc, si ces optiques disciplinaires sont poussées à l'extrême, tantôt la friche est considérée comme un espace à mettre sous cloche, tantôt comme un espace à laisser largement ouvert et tantôt comme un espace à urbaniser. Et donc, avec ces chercheurs, on a trouvé que c'était finalement dommage de sectoriser à ce point les points de vue et que sans doute il y avait aussi à valoriser justement cette capacité à être multi-ressources. Et il y avait, à notre sens, un enjeu méthodologique, donc à faire percoler aussi les méthodes de l'écologue au sociologue, du sociologue à l'urbaniste, et ainsi de suite. Et donc, pour ce faire, ce réseau s'est constitué petit à petit depuis 2018 à partir en fait d'organisations d'ateliers visant justement la percolation des méthodologies de travail et à partir surtout en fait de cas concrets. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur la Louvière, sur Lille, sur Nanterre aussi, sur Saint-Denis et sur Genève dernièrement. Donc, en essayant finalement de mettre en place petit à petit une méthodologie de travail qui vise en tout cas l'interdisciplinarité sur la question des friches. Troisièmement, l'objectif, c'était aussi de répondre sans doute à une nécessité d'une approche transfrontalière sur ces espaces en bordure de voies d'eau, des espaces délaissés en tout cas, puisque le recyclage des friches répond à la lutte contre l'étalement urbain, en tout cas d'un point de vue du développement territorial, et cet étalement urbain est quasi homogène finalement, de part et d'autre des frontières, en tout cas sur le nord-ouest européen. Donc cette collaboration avec Lille nous semblait aussi intéressante à ce niveau-là. Et puis finalement, dernier argument de ce projet, c'était là plutôt un objectif pédagogique, qui est d'ailleurs sans doute le principal, puisqu'on assiste depuis une dizaine d'années quand même à une grande diversification des métiers de l'aménagement du territoire.
Et c'est l'ensemble de ces métiers aujourd'hui qui sont importants pour justement valoriser l'ensemble des ressources de territoires comme les espaces fluviaux qui ont en eux une grande diversité de ressources. Et donc, il y a des réalités de métiers très différentes, et donc qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler sur une friche, on a besoin de tous ces gens autour de la table. Or, les métiers de l'aménagement sont quand même très peu connus au niveau de l'enseignement secondaire. Et il nous semblait important avec les enseignants de l'île de mieux communiquer aussi sur différents métiers qui sont en plus potentiellement différents de part et d'autre de la frontière. Donc finalement, pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, on a prévu projeter une série d'actions. Certaines se sont déjà passées, d'autres sont encore à venir. Donc la clôture est en décembre. Et donc, une série d'actions a concerné l'échange des connaissances à travers des journées qui ont rassemblé des chercheurs issus de disciplines variées autour des friches en bordure d'eau, aussi des étudiants, des collectivités, des gestionnaires locaux, des experts ayant chaque fois un point de vue disciplinaire assez différent. On est à chaque fois parti en fait de territoires et types concrets, donc on est en l'occurrence 2 en particulier. Donc la première était sur la Louvière, donc en novembre 2019. Et puis tout à fait récemment, on a fait une semaine d'ateliers intensifs à partir d'un cas lillois, donc à proximité de Saint-André. Donc les deux formats étaient similaires. On a commencé à chaque fois par un arpentage de la friche, qui était ensuite d'une journée de colloque, et ensuite prolongé par un atelier intensif d'étudiants qui ont mêlé des étudiants urbanistes de l'Université de Lille et des étudiants architectes de l'Université. Et donc, à partir de ces actions qui ont été produites à la fois en 2019 en Belgique et qui viennent juste de se passer ici à Lille, pour la suite, en fait, on va partir justement de ces résultats pour élaborer un atlas commenté et pédagogique autour de ces friches fluviales, ainsi qu'un jeu ayant pour but de vulgariser le rôle des acteurs, donc toujours à destination d'un public de l'enseignement secondaire. Alors, pour revenir sur l'atlas pédagogique, lui, il va permettre un regard croisé entre les quatre friches, dans le cas de la Louvière et de Saint-André, à travers un diagnostic et des thématiques communes, comme les dynamiques d'urbanisation, les mutations industrielles, la question des réseaux et des infrastructures et les questions de nature et de biodiversité. Alors cet atlas, il ne va pas être juste composé de cartographie, donc il le sera, il y aura des cartographies, mais il y aura aussi, en fait, ce que vous voyez là, des synthèses visuelles qui ont été réalisées par une facilitatrice graphique qui a en fait croqué toutes les interventions qui ont eu pendant les journées de colloque, de manière à justement avoir bien ce patchwork de vues disciplinaires qui se complètent sur la question des friches en bordure d'eau, et aussi des projets en fait d'étudiants d'architecture et d'urbanisme sur cette question de friche. Et donc pour revenir ici sur le jeu, l'ambition du jeu, c'était finalement la compréhension des systèmes d'acteurs, à travers notamment l'aide de tous ces petits croquis qu'avait fait la facilitatrice graphique. Et donc, les étudiants ont élaboré des jeux visant justement, d'une part, à mettre en évidence les ressources qui sont portées par les friches et d'autre part, le rôle des métiers capables finalement de les valoriser ou de les protéger. Et donc, ces différents jeux, puisqu'il y en a qui ont été construits à partir du cas de la Louvière et l'autre à partir de Lille, va permettre de mettre en évidence les différentes méthodes et savoir-faire mobilisés de part et d'autre de la frontière. Et je conclus ici. Et ensuite, le but, ce sera finalement de diffuser ces atlas et ces jeux vers les écoles secondaires et les lycées locaux. Et puis, autre forme finalement de valorisation, ce sera une exposition qui est prévue à l'automne 2021, une à la Louvière et une à Lille, qui va finalement valoriser l'ensemble de ces résultats. Donc à la fois les éléments de la classe, les jeux de société, les extraits de conférences et de vie. Voilà, merci beaucoup.
Céline, ouvrez le micro. Merci beaucoup, Christelle Mazy. Je recommence. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Christelle? C'est vraiment un projet qui englobe tellement de facettes, autant l'aspect éducatif, l'aspect écologique, l'aspect environnemental, presque l'aspect socio-économique, puisqu'on peut réellement refaire une vie autour de ces friches fluviales. C'est super intéressant. Y a-t-il des questions? Voilà, c'est que c'était bien clair. Nous pouvons passer au troisième exposé de cette première table ronde qui est pour Fabienne Leloup. Donc, je lui laisse mettre son diaporama. Voilà, il ne reste plus qu'à le mettre en diaporama et c'est parti. Je te cède la parole, Fabienne. Voilà. Est-ce qu'on voit le... Oui? Alors, on voit la présentation, mais ce n'est pas en mode diaporama. Voilà, c'est parfait maintenant. Bon? Oui. Ok, merci. Super. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, même si, comme pour mes prédécesseurs, il y a énormément de choses qui peuvent être dites. Donc, ici, le titre est évidemment très, très large, développement durable et gouvernance territoriale. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, à partir de l'expérience qui est la mienne et qui est celle aussi de collègues politistes, économistes et géographes, c'est finalement de vous parler de développement durable et de vous en parler avec une vision de gouvernance territoriale. Alors, je vais pour ce faire prendre trois entrées, des évidences statistiques, notre développement et quelques éléments qui peuvent articuler notre vision ou nos visions du développement, et puis atterrir évidemment sur la deuxième partie du titre, à savoir la gouvernance territoriale et durable, puisque l'idée c'est que les processus de coopération et de coordination qui sont mis en place pour un territoire ont pour objectif non de s'arrêter après quelques jours, quelques mois, quelques décennies, mais évidemment d'être porteur d'une vision à long terme. Et donc, on est bien dans un contexte de gouvernance territoriale et durable. Alors, pour commencer avec les évidences statistiques, je n'ai pas dû aller chercher très très loin et j'ai juste regardé quelques extraits de presse en février lorsque Romain nous a rappelé notre devoir pour cette séance. Et voilà, en regardant un article publié par Dominique Berns, on parle de la banque et les propos de la Banque nationale. La Banque nationale s'attend à un rebond du produit intérieur brut de 3,5% après un recul historique en 2020. Guillaume Petit, dans les Euronews, mettait en évidence le produit intérieur brut des 27 pays de l'Union européenne, avec cette évolution qui est passée d'une contraction de 0,5% à un recul de 4,8% et ainsi de suite. En d'autres mots, oui, les indicateurs sont des éléments importants. Et il me semblait assez utile, d'une certaine façon, de parler d'indicateurs lorsqu'on parlait de développement durable et de gouvernance territoriale, puisque aujourd'hui, un certain nombre d'indicateurs sont certes des éléments d'un diagnostic, mais ils sont aussi les objectifs, ou en tout cas, ils sont présentés comme tels, des objectifs pour une action, une politique publique. On va essayer d'augmenter le PIB de 0,01. On va essayer de mettre en place telle ou telle mesure pour obtenir un résultat qui pourra être chiffré via un indicateur. Et il semble important de se rendre compte que tant qu'on a une vision classique, comme le produit intérieur brut, eh bien, on se contraint
à des objectifs qui sont des objectifs de type productiviste et qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre d'éléments, voire qui considèrent comme des ressources, des éléments qui sont connus par tout le monde comme étant plutôt des dépenses, des externalités négatives et donc des éléments tout à fait négatifs. Comme vous le savez, ce sont les exemples classiques. Lorsque on va mesurer une production, si une activité d'une entreprise s'accroît, ça va évidemment augmenter le produit intérieur brut, même si cette augmentation de la production va se traduire par une augmentation d'une pollution. Alors, évidemment, nous sommes en 2021 et les indicateurs évoluent, même si le PIB, comme je le montrais, reste encore un indicateur fréquemment utilisé. Et par rapport à la capsule qui avait été mise il y a quelques mois pour ces journées de la recherche du pôle Énuyer, je suis assez contente parce qu'on peut mettre au lieu d'indicateurs développés par des scientifiques, on peut par exemple mettre le site du SPF Économie qui s'intitule « Mesurer ses savoirs » et dans lequel un certain nombre d'informations sur des indicateurs en économie durable sont présentées. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que les gouvernements, les acteurs publics se rendent compte qu'il faut de nouvelles façons de mesurer en économie pour pouvoir rendre compte de ce développement durable. Et que, évidemment, ce n'est pas juste une question de calcul, c'est une question de se donner des cibles, de se donner des objectifs. Alors, derrière ces indicateurs en économie durable, je ne vais pas m'y attarder, mais on pourrait parler de l'indice de bien-être durable qui intègre, par exemple, les services de travail domestique, le coût des dégradations de l'environnement. On peut aussi parler d'un indicateur de bien-être économique qui permet d'intégrer, par exemple, les changements dans la valeur des réserves de ressources naturelles, qui permet d'intégrer les coûts environnementaux, qui permet aussi de tenir compte de la répartition des inégalités et de la pauvreté économique. Dans le cadre du SPF, on parle aussi de l'indice des conditions de bien-être et la comparaison qui est présentée va permettre, par exemple, de voir en fonction des villes si on a une évolution plus ou moins favorable en fonction du bien-être, en fonction de la durabilité, voire en fonction du bien-être économique et durable. Alors, ça signifie qu'il y a toute cette réflexion qui permet de mesurer des éléments de la durabilité et des éléments du bien-être et donc de s'éloigner un peu de la vision très classique, très traditionnelle du PIB. PIB qui a quand même aujourd'hui environ 70 ans, donc on peut peut-être un petit peu le laisser ou en tout cas le transformer sans peine. Alors, j'ai ajouté aussi un autre type d'indicateurs qui semblent tout à fait porteurs, qui sont par exemple les indicateurs développés par Florence Janicatrice, notre collègue économiste de l'Université de Lille, ou par le réseau d'alerte sur les inégalités. Ce sont des indicateurs de santé sociale régionale. Alors, l'idée derrière, on s'éloigne un petit peu, mais vous ne verrez pas tellement de la transition écologique et du développement durable. L'idée derrière cet indicateur de santé sociale régionale, c'est de partir d'une co-construction de l'indicateur avec les acteurs de la santé. Et donc, dans le cadre de cet indicateur, il a pour objectif de mesurer la santé et le développement d'un territoire autour des notions de santé sociale au sens le plus large possible. Et donc, sont associés à la construction de cet indicateur des universitaires, mais aussi des experts, mais aussi, surtout, des acteurs du domaine de la santé sociale, pour que ces acteurs, ces professionnels de la santé sociale puissent expliquer ce qui, à leurs yeux, permet de mesurer une amélioration. C'est quand même normalement là l'objectif d'un indicateur, c'est de pouvoir mesurer l'évolution en espérant que l'évolution va dans le bon sens. Donc, sans rentrer dans plus de détails,
il me semblait important de commencer par ces évidences statistiques en sachant que lorsqu'on va parler de territoire, de développement durable, de gouvernance, eh bien, il faut aussi changer les instruments que l'on a, parce que sinon, on risque de ne pas pouvoir comprendre ou en tout cas mesurer, comparer les changements qui sont mis en place. Alors, si on pense en termes de développement, je le disais, développement durable, 3 processus me semblent importants à mettre en exergue. Le premier, c'est un processus basé sur les interdépendances. Ça semble certainement évident pour tout le monde. Lorsqu'on parle de développement durable, on parle d'interdépendance entre aujourd'hui et demain, entre ici et ailleurs. On parle aussi d'un processus basé sur le territoire, c'est-à-dire que l'on va à ce moment-là associer au processus des questions d'appropriation, de durabilité, d'ancrage. Et le développement va se positionner au-delà, voire en plus des comportements individuels ou des décisions des gouvernements au sens strict. Évidemment, je vais aller un peu plus loin que ces énoncés. Et pour le premier élément, le processus basé sur les interdépendances, il renvoie évidemment à la définition du développement durable. Le développement durable étant ce qui va permettre de travailler à la fois sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux, ce qui rejoint demain à aujourd'hui. En d'autres mots, les investissements qui sont faits doivent pouvoir être soutenables, doivent pouvoir être porteurs aussi de développement demain, mais cette interdépendance est aussi concernée par les liens entre les Sud et les Nord, le court terme, le long terme, le local et le global. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples pour illustrer ce propos de l'interdépendance. Si l'on pense, par exemple, au développement de l'habitat, on se rend compte que la façon dont les habitats se développent, et évidemment, je n'en parlerai pas dans trop de détails au vu des experts qui sont ici autour de la table, bien, on se rend compte que les habitats, ils sont influencés par un certain nombre d'éléments, notamment les genres de vie. Ils vont influencer aussi par les matériaux qui sont utilisés une certaine économie. Si on prône, comme c'est le cas aujourd'hui, des habitats en bois, la question peut être posée de l'origine de ces bois. Et donc, on voit que l'habitat qui concerne notre quotidien ici, en Belgique, peut concerner également une économie particulière dans le Sud, peut concerner peut-être des contraintes environnementales pour demain dans le Sud, comme faire les questions de déforestation. Et on voit donc qu'aujourd'hui, on est conscient de ces énormes interdépendances. Si je prends un autre secteur qui nous renvoie aux aspects du tourisme, eh bien, on voit bien qu'une bonne partie du tourisme se construit à partir des ressources d'hier, que ce soit du patrimoine, que ce soit de l'histoire, de la culture, du folklore, mais aussi par rapport, par exemple, à une nature qui est conservée. Donc, le tourisme va profiter d'un certain nombre de développements qui ont une histoire pour pouvoir s'ancrer, mais on se rend compte à un moment donné que ce tourisme, par exemple, s'il risque d'être un tourisme de masse, s'il n'est pas régulé à un moment donné, risque en fait de créer une dégradation de ces richesses patrimoniales ou autres. On va alors développer notamment les notions d'écotourisme qui ont pour objectif de permettre une vision par le plus grand nombre d'un certain nombre de richesses, mais sans que cette vision, cette visibilité ne se fasse au détriment d'autres secteurs, d'autres acteurs, ni ne se fasse au détriment du développement de demain. On pourrait évidemment prendre beaucoup d'autres exemples et l'interdépendance aujourd'hui n'est pas trop compliquée à comprendre, on n'a qu'à penser à la pandémie évidemment. Alors, le développement, il est aussi un processus basé sur un territoire. Alors, derrière cette notion de territoire, il y a énormément de choses, évidemment, mais un des éléments importants, sans doute, à se rappeler, c'est qu'un individu
est à la fois consommateur et producteur, travailleur, habitant, et j'aurais évidemment pu mettre des points de suspension. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, y compris en économie territoriale, il est très important de se rendre compte que les dynamiques de consommation et de production se rencontrent, qu'un chef d'entreprise n'est pas seulement un acteur économique, il est aussi un acteur d'un territoire, il est aussi un membre d'un réseau, il est aussi un habitant. Et donc, toutes ces casquettes permettent en fait de se rendre compte qu'on a des accroches, des attaches qui vont être différentes et qui vont permettre par exemple de comprendre pourquoi un chef d'entreprise va s'installer dans une région particulière. Il ne s'agit pas seulement de raisons économiques rationnelles, il s'agit aussi de tout un ensemble d'autres raisons. Alors, à côté de cette présence à la fois en tant que travailleur, habitant, consommateur et producteur, on se rend compte aussi que dans les ressources, dans les richesses d'un territoire, il ne s'agit pas simplement, il est important de ne pas seulement considérer les ressources matérielles, mais il est important aussi de se rendre compte qu'il y a un grand nombre de ressources immatérielles. Dans ces ressources immatérielles, on a les savoir-faire, on a les connaissances, on a les paysages, on a tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas valorisables en termes monétaires, mais qui sont certainement des richesses du territoire qu'il est bon de repérer, de diagnostiquer, et notamment pour pouvoir les conserver. Alors, par rapport à ces ressources immatérielles, on peut prendre un exemple bien connu en économie qui est cette question de l'atmosphère. Alors Marshall, au début du XXe siècle, au début du XXe siècle, considérait que l'atmosphère des fumées industrielles était une atmosphère propice pour l'économie. On se rend évidemment compte qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la même image, mais on voit bien que cette ressource immatérielle, cette atmosphère est certainement un élément important. On lui prêterait sans doute, on ne considérerait sans doute pas la fumée comme positive, mais plutôt on rechercherait le calme, la verdure et d'autres belles visions aujourd'hui. Alors, à côté de ce processus basé sur le territoire, on a les notions d'actifs spécifiques et génériques. Ce qu'on veut mettre derrière ça, dans l'approche territoriale, c'est que tous les territoires ont des richesses et qu'il ne s'agit pas pour un territoire de copier le modèle de son voisin, mais plutôt d'essayer de voir ce qu'il va pouvoir révéler comme propre pour pouvoir être complémentaire et travailler en coordination avec les autres territoires. Alors, les notions d'économie résidentielle, d'économie circulaire vont rencontrer ces souhaits du territoire de trouver des forces et des richesses pour pouvoir se solidifier et s'étendre. Le dessin ici renvoie simplement à un paysage qui, évidemment, peut être qualifié de 100% naturel en l'état. On peut imaginer, et je renvoie à l'exemple du tourisme de tout à l'heure, que s'il y a trop de touristes, on sera sans doute un peu moins proche de cette qualification. Dernier point par rapport à cette question du développement durable et de la gouvernance, j'ai commencé en vous rappelant un des instruments, les statistiques, les indicateurs qui nous permettent de mesurer, de quantifier des éléments. Deuxième point, des processus qui sont derrière le développement et spécifiquement le développement durable. Et enfin, cette question du développement au-delà et en plus des comportements individuels pour pouvoir aborder finalement comment les hommes, comment les organisations vont se coordonner pour soutenir un développement. Alors, ce qui importe sans doute derrière la vision de la gouvernance territoriale, c'est qu'il s'agit certes toujours d'une partie du rôle des acteurs publics, des gouvernements, mais on va au-delà, on va en plus, on va aller au-delà de la décision de l'acteur public qui n'est pas seul,
qui n'est plus seul et qui ne peut plus être aujourd'hui seul pour décider et mettre en œuvre les actions de développement. Et de la même façon, les individus ne peuvent pas non plus être seuls, ou il n'est pas cohérent de demander à un individu de porter seul le développement et, par exemple, la responsabilité d'un développement qui ne serait pas durable. Il s'agit bien d'une coordination entre des individus, des collectifs, des acteurs privés, des acteurs publics, des associations, qui, autour d'une vision commune, vont permettre de porter un projet de territoire. Alors, on parle de co-construction et de co-responsabilité, ça peut sembler assez facile à écrire et difficile à mettre en place, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que lorsque vous êtes à plusieurs, vous allez faire plus que ce que vous auriez fait, ce que chacun d'entre vous aurait fait individuellement, et plus spécifiquement si on faisait la somme du comportement de chacun. Si je prends la caricature suivante, vous voyez qu'un petit poisson en face du requin n'aurait pas un avenir très durable, si j'ose cette comparaison. Par contre, tous ensemble, on serait dans une autre vision. Alors, derrière l'idée de la gouvernance, il y a aussi l'idée de l'interterritorialité. Et l'exemple qui vient d'être donné par Christelle sur le transfrontalier le montre. À un moment donné, le développement d'un territoire doit se penser aussi en regardant ce qui se passe chez ses voisins, ce qui se passe tout autour. Et il y aura des échelles de décision qui ne seront pas celles du territoire, mais qui seront des échelles de l'interterritorialité, du transfrontalier par exemple, voire à d'autres échelles nationales, internationales, supranationales et mondiales. Et on voit aujourd'hui dans le développement durable combien ce qui se passe au niveau global a un impact au niveau local, mais que l'inverse peut aussi sans doute être en partie vrai. Et en tout cas, c'est dans cette configuration-là qu'on réfléchit à plusieurs sur ces questions de développement durable, de gouvernance territoriale. J'ai repris ici un certificat que je co-organise avec des collègues qui sont notamment de Mons, de Charleroi et d'autres. Je voudrais aussi citer mon collègue Stéphane Moison qui travaille sur la gouvernance délibérative et notamment la place de l'administration dans ces questions de gouvernance, et l'ensemble de ces acteurs portent ces idées de développement durable et de gouvernance territoriale. Merci. Merci beaucoup Fabienne Leloup. Donc de la même manière que pour les autres intervenantes, si vous avez des questions, c'est le moment d'interagir. Sinon, on va laisser, et en parallèle, on va laisser Giulia Scalpi préparer sa présentation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a Christelle Mazy qui a une question pour Fabienne. Oui, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les indicateurs. J'avais vu il y a quelques mois une conférence dans laquelle intervenait notamment Joseph Pagano sur croissance-décroissance. Et donc, un des conférenciers soutenait finalement la croissance et donc cet indicateur de PIB. Je me demandais si les autres indicateurs que tu mentionnais se positionnaient ou pas sur cette question. Bon, c'est peut-être un peu naïf comme question, mais se positionnaient finalement sur l'objectif de fond, c'est-à-dire sur le soutien à la croissance ou pas. Alors, un certain nombre... oui, je pensais que j'avais désactivé le fond. Alors, un certain nombre de ces indicateurs se positionnent clairement sur... on va dire, contre le modèle productiviste et donc, dès lors, remettre en cause la construction du produit intérieur brut. Alors, en général, il n'y a pas de rejet du produit intérieur brut, il y a juste de dire que le produit intérieur brut permet de mesurer la plus-value productive. Et donc, ça, c'est pas remis en cause, sauf qu'en fait, le produit intérieur brut a aussi été mis en place à un moment donné, donc dans les années 40, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour mesurer une économie essentiellement industrielle. Et donc, en général, les économistes montrent bien qu'il est très cohérent à une époque
qu'à un moment donné, notamment lorsque les services commencent à se développer, il devient déjà là un petit peu moins performant et qu'aujourd'hui, à partir du moment où on cherche à avoir des indicateurs, ou en tout cas, si on veut utiliser le PIB pour, par exemple, discuter de politique socio-économique, c'est inapproprié, puisqu'il y a tout un pan d'éléments qui seraient normalement des recettes, ou en tout cas du bénéfice, et qui est mesuré comme si c'était une dépense. Enfin, c'est toujours le débat, ce qui va être santé, c'est une dépense. Alors que, bon, on se rend bien compte qu'au niveau d'une société, c'est quand même assez bénéfique. Donc, en fait, c'est plutôt l'usage et la généralisation de l'usage qui est là assez globalement critiqué. Et puis, alors, pour certains, il est même critiquable au fond, et notamment parce qu'il y a certaines externalités négatives qui sont considérées comme positives dans l'indicateur, dans la façon dont il est construit. Mais il pourrait il y a des ajustements à la marge qui permettent au PIB d'être un peu plus proche, disons, de ce qui est souhaité, mais qu'il n'y a pas alors à ce moment-là de remise en question globale. Et par contre, dans les auteurs que j'ai cités, les indicateurs de bien-être économique, par exemple, là, souvent, ils critiquent assez fortement l'usage. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons passer la parole maintenant à Madame Schialpi de l'UC Louvain pour la dernière présentation de cette première table ronde. Voilà. Donc, nous voyons votre présentation, mais pas en diaporama. Oui, attendez, je veux mettre un petit moment. Ça va? Pas encore. Désolée, chez moi, c'est... En fait, on la voit, mais elle n'est pas en plein écran. C'est ça le problème. Comme ça va? Ah, voilà. Oui, c'est parfait, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour. Merci pour cette occasion de vous présenter ma recherche doctorale que je réalise à l'UCL Louvain avec la professeure Daniela Perrotti. Donc, c'est une recherche sur l'utilisation des déchets organiques et des terres d'excavation urbains pour le secteur de la construction en Belgique. Je vais tout d'abord présenter un peu les contextes. Donc, c'est un projet qui cherche à promouvoir une approche circulaire au secteur de la construction en utilisant ces deux flux de matériaux pour la production des matériaux de construction. Donc, comme vous savez très bien, la population mondiale est en train d'augmenter. Ça va augmenter en 68% d'ici à 2050. La plupart de cette population sera située en contexte urbain d'ici à 2100. Et donc, la quantité la gestion des déchets à niveau urbain, ça devient vraiment une priorité à niveau global, puisque presque 3,5 millions de tonnes de déchets municipaux seront produits journalement dans le monde. Donc, c'est pour cela qu'on souhaite valoriser les déchets comme une source de matières premières. Et ça, c'est un défi incontournable. Et dans le cadre de cette recherche, on utilise comme outil d'analyse le métabolisme urbain pour relier la consommation des matériaux et la production des déchets. Donc, de quel flux je m'occupe dans ma recherche? On a donc les biodéchets et les terres d'excavation. Donc, pour les biodéchets, on parle de déchets alimentaires, mais aussi de déchets végétaux, donc issus des parcs et des jardins. Et au niveau européen, c'est un flux tout à fait intéressant parce qu'il y a 86 millions de tonnes qui sont produits en Europe seulement en 2017, avec une priorité des déchets alimentaires et ensuite les déchets green waste, donc déchets végétaux, et en 5% d'autres déchets qui est en gros un mélange entre les deux, alimentaires et déchets végétaux. Green waste.
Au niveau de la Belgique, donc on a même une production qui est supérieure à la moyenne européenne et avec une majorité de déchets végétaux. Pour ce qui concerne les terres d'excavation, c'est très particulier parce que ces terres font partie des déchets de la construction et démolition. Et en même temps, voilà, en Belgique, par rapport à la moyenne européenne, on est encore une fois avec une production supérieure à la moyenne. Et c'est en gros, voilà, les terres d'excavation par rapport à la totalité des déchets de construction et démolition, ça prend, voilà, en gros, c'est une grosse quantité. Donc voilà, on a 820 millions de tonnes de déchets d'excavation produits à chaque année. Et les terres d'excavation, c'est au moins 520 millions de tonnes de cette quantité de déchets. Voilà, ici on a quelques données sur les quantités de terres au niveau régional en Belgique, avec une quantité supérieure en Flandre. Il faut préciser qu'il s'agit de terres non polluées dans le cadre de cette recherche, donc on vise à utiliser les terres qui ne sont pas polluées. Et donc voilà, les deux flux sont très intéressants au niveau des quantités disponibles, mais aussi au niveau des politiques. Et au niveau européen, il y a 5 secteurs prioritaires pour l'économie circulaire et on voit dans la liste, on retrouve les déchets alimentaires, les déchets de construction et démolition et voilà, la biomasse, etc. Et aussi par rapport aux objectifs de recyclage, d'ici à 2030, voilà, on vise une réduction des déchets municipaux et aussi des déchets de construction et démolition. À niveau de la Belgique, on a pour chaque région donc, des plans qui reprennent les directives européennes. Donc voilà, donc pour la quantité et les politiques sont deux flux qui méritent d'être étudiés. Et, donc si on pense que la population mondiale est en train d'augmenter, qu'on aura surtout une concentration dans le milieu urbain et que le secteur de la construction est en train vraiment de produire la plupart un tiers des émissions greenhouse gas emissions dans toute la planète. Donc, on pense que c'est tout à fait intéressant pouvoir utiliser ces matériaux comme matière première pour produire des matériaux de construction. Et, donc, si on regarde les terres d'excavation et on connaît un peu l'architecture en terre, qui c'est quelque chose pratiqué depuis des milliers d'années. Et on voit aussi qu'il y a déjà un lien qui est fait avec les fibres végétales, puisque depuis toujours, on a rajouté des bioaggregates dans des produits en terre crue. Donc, normalement, ces fibres qui sont rajoutées dans la terre pour la stabiliser sont de nature agricole. Donc, pourquoi pas utiliser des déchets organiques qui sont produits dans son contexte urbain. Et en commençant, voilà, on peut chercher de préciser le knowledge gap de cette recherche. On a effectivement réalisé une étude literature review et on a remarqué qu'il y a très peu d'études sur la question. Il y a très peu d'études qui liées aux terres d'excavation et leur application dans le secteur de la construction, dans le sens de la production de matériaux. Et même chose pour les déchets organiques et encore moins l'ensemble de deux flux. Donc, c'est quelque chose assez innovatif. Donc, voilà, pour ce qui concerne les research questions, on s'interroge d'abord comment utiliser ces deux flux pour produire des nouveaux produits. Et on a un working package, on est en train de développer ces premiers working packages où on se concentre sur les acteurs et la collection des données, qui n'est pas toujours évident, surtout pour des déchets organiques dans les contextes urbains. Et voilà, l'idée, c'est de choisir un flux en particulier spécifique, surtout pour ce qui concerne les déchets organiques. Et dans cette première étape, vraiment avoir
en inventaire des acteurs déjà actifs sur le territoire et voir quelles synergies, quels partenariats on pourrait promouvoir pour travailler avec les deux flux de déchets. Donc, la deuxième question, c'est comment évaluer l'impact environnemental et économique de ces filières potentielles. Et donc, pour cette phase-là, il y aura un travail à faire sur des produits traditionnels qui peuvent être peut-être équiparables et voilà, une analyse de life cycle costing ou life cycle assessment si on prend voilà, un produit de référence, par exemple, qui puisse mélanger les deux flux de déchets. Et troisième question, c'est les rôles des politiques. Donc, comment un soutien politique pourrait pourrait aider le développement de ces filières. Et pour ce troisième working package, on pense réaliser des guidelines qui puissent être utiles pour les policy makers pour pouvoir faciliter le développement de filières basées sur ces deux flux de déchets. Et voilà, je vais conclure juste avec un peu la démarche encore à suivre. C'est un doctorat qu'on vient de commencer donc cette année, donc on a encore un long chemin à faire. Et enfin, vous pouvez trouver quelques références et dans pas longtemps, ça sera aussi possible d'avoir accès à la revue qu'on vient de publier avec la professeure Perotti. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci surtout à toi. Est-ce qu'il y a effectivement des questions? A priori, c'était bien clair. Ben voilà, je vous remercie tous pour votre participation à cette première table ronde. Si vous voulez continuer avec la deuxième table ronde, donc vous avez un deuxième lien où il va falloir se connecter dès maintenant, puisqu'on avait proposé de sérialiser les deux tables rondes. Je remercie chaleureusement les participants parce que c'est forcément du temps de préparation. Très souvent, ça a été accompagné donc, de vidéos. Et donc, merci pour votre temps. Merci de partager vos recherches, vos connaissances. Et j'espère que cette visibilité pourra apporter voilà, des collaborations futures. Merci à tous. Et donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur la deuxième table ronde, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Et...